faire des ventes de façon individuelle en tant qu'entrepreneur, ça peut être facile, mais quand vient le temps de déléguer ces ventes-là, de faire performer une équipe de vente, ça prend plus que juste un bon script ou un bon produit, un bon service pour que ça fonctionne. Ça prend une culture, ça prend un cadre, ça prend de la formation, de la communication. Donc, dans cet épisode-là, on vient avec toi creuser c'est qu'est-ce que ça prend concrètement pour avoir une équipe de vente qui est performante. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Attaquer la gestion d'équipe, donc comment bien travailler avec une équipe de vente, c'est quoi les must-do, les must-not-do. Il y a tellement de gens qui montent des équipes de vente qui n'ont pas les compétences ou du moins la structure, les connaissances, le bagage nécessaire, puis ils font de leur mieux, j'en suis 100% conscient. Cependant, gérer une équipe de vendeurs, c'est tout un défi, c'est toute une recette différente que des autres départements dans ta business. Donc, c'est pour ça qu'on veut l'adresser aujourd'hui, puis vous donner un maximum de valeur sur ça. Fait que Je crois qu'on l'a jamais adressé, la gestion d'équipe de vente en podcast. Pas comme ça. Pas comme ça, en tout cas. Non. Ça, c'est certain. Puis c'est quelque part où est-ce qu'on s'en va tranquillement, pas vite, puis tu sais, on va ajouter des layers même à nos accompagnements pour aider les équipes de vente à avoir un meilleur follow-up et des meilleurs résultats globaux dans l'entreprise, parce que d'avoir une licorne qui performe super bien dans une entreprise, c'est cool, là, mais d'avoir 10 personnes aux ventes qui performent steady pay égal avec des taux de closing intéressants puis qui sont coachables, ça, c'est fucking nice. Ouais. Là, là. Puis on va se le dire, c'est quand même un des majeurs défis de toutes les entreprises qui veulent continuer à scaler parce qu'il arrive toujours un moment où est-ce qu'ils ont une bonne personne dans le département. Là, tout dépend de elle. Ils en engagent un autre. Oups, ça atteint jamais les standards. Puis c'est comme toujours à recommencer. Il y a beaucoup de roulements dans le département des ventes de toutes les entreprises pour cette raison-là. Parce que justement, les fondamentales sont pas assez définis, sont pas assez clairs. Puis tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut jamais arrêter de se former, de travailler, de chercher des meilleures façons de faire parce que ça reste la gestion d'humains, ça change, les générations changent, les façons dont on travaille changent, la clientèle change, il faut s'adapter aussi comme fait qu'il y a comme toute cette notion-là où est-ce que tout est toujours pas à recommencer, mais comme faut toujours que tu gardes les yeux sur la balle parce que d'un jour à l'autre, ça peut changer. Fait qu'il faut rester très, très alerte là-dessus. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là ce matin avec nous. On jump là-dedans dans une petite seconde. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux gens qui sont là peut-être pour la première fois aujourd'hui si vous venez de rejoindre notre groupe, l'Académie de la vente par H2H Academy. Ça fait déjà plus de 3 ans que notre groupe existe. On est plus de 7500, quasiment 8000 à l'intérieur de ce groupe-là. Il y a des vendeurs, il y a des solopreneurs, des travailleurs autonomes, des entrepreneurs avec des équipes de vente d'ailleurs qui, j'imagine, sont là aujourd'hui et nous écoutent ou des gens qui souhaitent bâtir leur équipe de vente à l'heure actuelle. Puis nous, on est là pour vous donner des conseils, partager nos connaissances, qu'est-ce qu'on fait déjà là-dedans pour vous outiller au maximum. By the way, même si vous êtes tout seul, même si vous êtes un rep auto, mettons, moins bien coaché, ou vous êtes un solopreneur tout seul dans votre business, tout ce qu'on va dire aujourd'hui s'applique à vous. Parce que selon moi, chaque personne qui est seule devrait gérer son temps comme si c'était un entrepreneur qui avait une équipe de vente, comme qui avait une structure puis une entreprise. La vision qui était à avoir, c'est comme si tu avais une grosse business. Tu sais, si tu vois que tu es tout seul puis qu'il y a juste ton temps qui importe, ben c'est clair que tu fais des erreurs de gestion dans ton temps puis dans tes choix puis dans ton déploiement de ton entreprise. Oui, puis la corrélation entre le gestionnaire puis le vendeur est super importante parce que ça va dans les deux sens. Fait que, nous, on parle de comment bien gérer l'équipe, mais comment bien se comporter en tant que vendeur pour aider son équipe puis s'assurer que tu es un team player et pas le contraire. Mais ça aussi, c'est important de comprendre le rôle de ton gestionnaire puis qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Fait que, hey, j'ai juste oublié ma bouteille d'eau, fait que je m'en vais la chercher. Elle est juste là à côté. Je reviens ASAP. Grand classique, Nick. Il a besoin de boire environ 7 litres et demi d'eau par jour. Peut-être 8 même des fois. Fait que ça arrive. Ouais, mais c'est important de s'hydrater. Mais j'écoutais des appels de vente depuis tantôt. Je faisais des d'ailleurs, nous, on travaille avec des équipes de vente. Là, je pense que c'est important que vous le sachiez. Là, on ne donne pas ces conseils-là du jour au lendemain. On a une équipe de vente, on a eu des équipes de vente. Et là, on coach, on travaille avec des entreprises
Puis on devient un peu leur directeur pour restructurer le département des ventes. Fait que je suis en train de faire des écoutes d'appel. Puis dans ce temps-là, je parle pas puis j'ai pas soif. Fait que, là, j'avais oublié ma bouteille d'eau en matin. All right, fait aujourd'hui, on voulait donner, dans le fond, 3 enlignements à ce podcast-là pour vous donner un maximum de valeur en compréhension de comment améliorer votre gestion d'équipe de vente ou même d'améliorer vos ventes dans votre structure. Donc, j'attaquerai la première, Nick. Sure. Pas avec les non négociables, mais avec le super manager. OK? Donc, chez nous, là, on arrête d'appeler ça un directeur des ventes parce que, selon moi, un directeur des ventes, là, c'est genre un geek avec des grosses lunettes qui check des fichiers Excel puis qui analyse des chiffres. OK? Puis ça, selon moi, c'est la ressource à ne pas avoir dans une PME comme la vôtre. Parce que, tu sais, on s'entend, encore une fois, avec un pas de recul, des entreprises qui ont 50 millions de chiffres d'affaires, ils ont besoin de cet analyste-là dans les ventes. Mais nous, ce qu'on s'adresse, c'est vraiment un manager ou un team leader qui, lui, va faire les ventes. Fait que le super manager, pourquoi pour moi, c'est une des clés dans le succès de gestion d'équipe de vente, c'est que cette personne-là doit, en fait, traîner le leadership vers le haut puis le positivisme de l'équipe de vente vers le haut par la démonstration exhaustive de performance de vente outstanding. C'est le meilleur. C'est celui qui passe en arrière d'une vente manquée puis qui la ramasse en gagnant le client. C'est celui qui fait des actes de leadership pour atteindre les objectifs, frapper les targets à la fin de la semaine, frapper les targets à la fin du mois, qui va travailler un vendredi soir pour rentrer les objectifs, qui va se empêcher de dîner pour rentrer ses objectifs parce qu'il veut montrer à tout le monde que c'est possible. Puis ça, si vous n'avez pas cette ressource-là à l'interne, si c'est pas vous ou vous n'avez pas cette ressource-là à l'interne, il y a un problème. Parce que ça prend vraiment quelqu'un qui est capable de lead by example puis de vraiment livrer la marchandise quand c'est le temps de travailler plus fort pour atteindre ces résultats-là. Là. Ah, moi, je pense que le mot qui me vient en tête, c'est mobiliser. Tu sais, quelqu'un qui est capable de mobiliser son équipe parce que on le sait que les ventes, c'est pas une belle ligne droite. Là. Il y a des semaines de merde, il y a des bonnes semaines. Tout le monde va vivre des downs, des moments de remise en question. Où est-ce que, Chris, ça me tente-tu de faire ça encore, le carré? C'est assez fréquent, genre, ces up and down là. Puis, si t'as pas personne qui, lui, justement, arrive un peu comme un taureau à travers ces up and down-là, puis dit « Hey, no matter what, on continue, puis on fonce », ben c'est facile que ton équipe elle-même se décourage, puis s'auto-tire vers le bas dans ça, puis pour moi, c'est comme ça que je le vois, le super manager ou le team leader. Son rôle, c'est de mobiliser l'équipe, c'est d'aller voir « Hey man, je vois que c'est tough pour toi ces temps-ci, what's going on » aussi, c'est pas juste le volet show by example, mais c'est de prendre le temps aussi avec chacun de ton staff puis de voir comment ça va, d'avoir des discussions au-delà de job des fois puis d'être à proximité. Tu sais, pour moi, ça me rappelle toujours since day one quand que, si on allait tous les midis, Chris, prendre une bière, là, je pense. Là. C'est rare qu'on en ait... En tout cas, quand on était pas loin... tu sais, c'est comme ça que moi tu me mobilisais puis que après ça j'ai repris cette même stratégie là avec des équipes de porte-à-porte qui sont hyper difficiles à mobiliser. C'était comme ok, le matin on s'en va au Tim Hortons, je paye le Tim Hortons à tout le monde, si let's go guys, on se craint, on prend du temps, on fait des roleplays justement, on se prépare. Après ça, même chose le soir, on prend le temps d'aller souper. Puis je comprends que les gens ont des réalités que, tu sais, même toi là, tu peux plus aller voir le monde à toutes les semaines en ce moment là, tu peux pas te le permettre, mais t'es là pour démontrer genre hey guys, je vais sauver la semaine, watch me, je m'en exact. Des deals, puis c'est ça, le super manager, c'est aussi justement le papa de la gang. C'est celui qui est capable de dire, tu sais, hey, what's going on, man? On va s'asseoir, on va jaser. Ça peut être au téléphone, ça peut être en Zoom maintenant, ça peut être aussi autour d'une bière, tu sais. Puis, by the way, j'avais lu une super analyse comme quoi que la nouvelle génération ne boit presque plus, là. Je sais pas si t'as vu ça, là. C'est capoté, c'est comme 80%. Je me sens calissement has-been quand je dis, nous, on allait à la bière à tous les jours, cette génération là, ils me regardent, ils sont comme une bande d'alcooliques. Mais c'est alcoolique, ouais, c'est ça que je m'en allais dire, je suis comme calice. Fait que c'est comme ça, je pense. Fait que c'est vraiment d'atteindre des résultats outstanding. C'est nécessairement d'aider l'équipe à battre les scores, à les coacher, mais aussi à les assister sur le plan personnel. Puis, tu sais, pas d'être un psychologue, mais tu sais, d'être le bon papa ou d'être le bon chum qui est là pour te donner un petit coup de pied dans le cul pour que ça avance. Fait que ça, pour moi, là, c'est vraiment... La première clé, c'est tout le monde travaille, c'est égal, qu'il n'y a pas personne qui rayonne de façon distinctive d'une équipe.
J'ai rarement vu que ça permettait à une équipe d'avancer vraiment loin. Là. Ouais, puis la façon dont je le vois aussi, c'est comme, c'est quoi la zone de génie de cette personne-là? Parce que des fois, on a l'impression qu'un manager aux ventes va être tout le temps en train de, tu sais, par exemple, faire de la formation, préparer des nouvelles formations, arriver avec, OK, moi, je m'occupe des embauches, je m'occupe de ci, mais comment je le vois, puis dans une équipe, justement, qui veut grandir, c'est d'essayer de déléguer un maximum de ces tâches-là. Je dis pas qu'ils n'ont pas de valeur, mais ta valeur à toi est beaucoup plus dans les ventes que d'être en train de me dire je vais préparer une formation, je vais faire ci. Non, non, c'est vraiment plus par l'exemple que tu repayes, tu sais, je veux dire que la valeur, elle est ajoutée comme ça. Puis souvent, c'est là qu'on a tendance à mélanger ces rôles-là, j'ai l'impression. On veut mettre comme un directeur des ventes qui est vraiment une licorne, là, tu sais, que autant va faire des ventes, autant va faire la formation, le recrutement, s'occuper de l'intégration des autres, qui va checker l'équipier, qui va faire ça, mais c'est parce qu'une année, tu tombes avec quelqu'un qui a à peu près 12 responsabilités différentes dans sa plate. Donc, c'est très difficile, qui soit exemplaire pour les gens. C'est ça qui arrive. On lui demande d'être directeur des ventes, les gens look up to him, Krim, c'est notre directeur des ventes, mais il fait pas de vente. C'est comme, il montre pas l'exemple. Il fait juste comme pinpoint un peu sur des points, je vais dire négatif, mais comme à corriger. Puis c'est là qu'on voit souvent comme un clash entre l'équipe et le directeur. Comme l'équipe aime pas son directeur. Parce que, ouais, mais lui, il fait juste... Il est là pour votre bien, mais vous avez pas cette personne-là qui, comme justement, qui drive et qui motive en haut. Puis c'est là que ça manque, je trouve, Puis, de pas voir ça. Là. On a déjà fait ça. Là. Ben oui, je sais Genre... qu'on a déjà fait ça. Je le dis pas pour rien. 2016-2017, assis dans mon bureau, je regardais mes statistiques, je n'ai plus besoin de faire de vente. Là. Astic, ça a été une grosse erreur dans ces années-là. Parce que si j'avais carry fucking 50 ventes par mois, parce que c'était ce que j'étais capable de livrer, ça aurait changé le cours de la compagnie, mais next fucking step. Fait qu'aujourd'hui, pour moi, ça, c'est un non négociable d'être aux ventes puis d'être là en avant. Puis ça m'amène à ma deuxième clé, qui est: avez-vous des non négociables dans votre structure de vente où tout le monde travaille comme bon lui semble, arrive à l'heure qu'il veut, check pas ses KPI, a pas d'objectif de vente? Puis souvent, c'est vraiment classique, là. Je vois ça, là, je sais pas toi, Nick, mais je vois ça tout le temps, là. Comment ça se passe, les KPI? On n'a pas. C'est quoi les objectifs? On n'a pas. À quelle heure les gars arrivent à l'ouvrage? Ils arrivent quand ils veulent. Ouais. Parce qu'ils sont payés 100% à commission, on dirait que ça crée un genre de laxisme par rapport à la gestion de ces gens-là, mais ça n'a pas rapport. Là, ouais, puis c'est drôle parce que il fut un temps où est-ce qu'on était très rigide par rapport à ça, justement, puis je parle de moi, là, par exemple, justement, dans nos équipes de vente auparavant. Quand on était en présentiel, c'était beaucoup plus structuré. OK, tout le monde arrive au bureau à cette heure-là, on fait ça, on fait ci. Puis on l'a senti quand on a commencé à bâtir l'équipe de vente en remote comme ça. C'était plus ardu au début, justement. On dirait que les attentes étaient moins claires. Le fait de ne pas être en présentiel nous donnait pas comme l'heure juste. Puis on n'a pas, je pense, là, si je revois un peu en arrière, on n'a pas été capable de tout de suite faire ça parce que l'équipe agrandissait tranquillement. Puis là, plus qu'elle grandissait, plus qu'on était comme, OK, là, il faut mettre des objectifs de ça, il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on n'était plus capable de statuer combien de ventes on allait faire, c'était quoi le forecast, parce qu'on savait pas justement combien d'heures lui faisait, c'était quoi le nombre d'objectifs de rendez-vous qu'on voulait qu'il y ait dans une semaine. Fait que ça s'est perdu, j'ai l'impression, quand on a commencé à bâtir une équipe en remote un peu plus. Alors que quand on était en présentiel... C'est beaucoup plus facile. Ouais, c'était comme plus évident, on dirait. Mais c'était plus évident parce que c'était tangible. Tu sais, comme il se pointe au bureau à 9h, il est là, il travaille, on le voit. Mais tu sais, comme essentiellement, je pense qu'en remote, il faut faire la même affaire. Tu sais. Fait que mon conseil ici, puis c'est une des clés, c'est bâtissez une liste de non négociables envers votre équipe. Puis n'ayez pas peur de congédier les gens qui suivent pas les non négociables. OK? Parce que ça, c'est quelque chose aussi que je vois. Les gens ont peur de perdre leur vendeur. Tu sais, c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Là. C'est difficile à recruter, c'est difficile de trouver des vendeurs. Fuck off. Mets plus d'efforts de prospection, fais de la chasse de tête, puis si tu as une culture de performance qui intéresse les gens, ça sera pas difficile. C'est sûr, si ta culture est gangrénée par l'intérieur puis personne n'a envie de travailler chez vous, je peux comprendre que ça soit stressant
stressant de perdre tes vendeurs. Mais pose-toi des questions qui est un tout autre, d'une autre ordre, là. Parce qu'essentiellement, s'ils respectent pas les stats, s'ils arrivent pas à l'heure, s'ils sont tout croche, tu sais, je veux dire, il y a un minimum à respecter d'un standard, puis c'est ça, les non négociables dont je parle. Donc, présence, ton CRM est-tu à jour? Tu sais, es-tu capable, on est-tu capable d'avoir une visibilité rapide de qu'est-ce qui a été fait, tu sais? Puis ça se peut que des fois, les gens le fassent pas, le CRM, mais on les ramène aux non négociables, on corrige le tir, puis on repart en avant. Fait que c'est de lister quelles sont les zones critiques pour ton entreprise, c'est quoi ces KPI-là, puis s'ils sont pas faits, ça presse. Tu as une équipe de vente qui n'a pas de KPI, ils ont besoin d'une boussole, d'un GPS, de savoir où est-ce qu'ils se dirigent, ces gens-là. OK? Parce que quelqu'un qui avance pas de direction, là, il sait pas où est-ce qu'il s'en va. Ça marche Je pas. l'ai vécu la semaine passée. Je suis allé faire un coaching avec un client. Je n'aimerais pas. Là. Je suis allé faire un coaching d'un après-midi. C'est vraiment en crise que je fais ça. Je me suis déplacé parce qu'il était pas loin de chez nous. Je le spécifie pour pas tout le monde me le demande. Parce que c'est moi qui l'ai vendu. Ouais, c'est ça. Non, j'ai eu beaucoup de fun à le faire. Puis, tu sais, en creusant avec lui, tu sais, on venait de placer quelqu'un chez eux. Puis le vendeur commençait. Puis, tu sais, rapidement, je me suis rendu compte qu'il avait justement pas fixé encore de KPI puis d'objectifs clairs. Puis le vendeur, il me l'a nommé genre noir sur blanc. Je suis comme, c'est parce que je sais même pas genre qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans une journée. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut que j'atteigne. Puis, tu sais, il est chanceux parce que son vendeur, il aime vraiment la business puis il est into it. Puis comme, il y a une bonne culture. Fait que ça l'aide énormément à garder la personne proche puis à vouloir se développer dans la business, qui est un point intéressant et important. Mais ça aurait pu virer très mal rapidement. Puis il aurait pu, genre, diriger... scraper son vendeur. Ouais, exactement, perdre son vendeur, perdre le temps de formation qu'il a mis avec lui, que nous, on aurait mis avec lui aussi là-dedans, parce qu'on est dans ce processus-là. Fait que, juste le fait que lui n'avait pas ces objectifs-là clairs de « OK, c'est combien de rendez-vous faut que je jette par jour? C'est quoi mon goal? C'est quoi mon goal par semaine? » Aussi banal que ça, mais posez-vous la question. Vos gens qui sont, par exemple, à la prise de rendez-vous, vos gens qui sont aux ventes, est-ce que vous avez statué les objectifs de combien de rencontres ils doivent faire dans une semaine? Combien de clauses on s'attend de eux à l'intérieur d'une semaine? Combien de chiffres d'affaires de vente on s'attend de eux? Puis je le vois, il y a du monde qui fixe pas. Des fois, ils en fixent une fois des objectifs. Puis là, après ça, je leur demande, c'est quoi vos objectifs, moi aussi? Ah, un peu comme le mois passé, là. Hein? What? Non, mais tu sais, le mois passé, si tu me parles du mois de juin puis du mois de juillet, c'est pas le même mois là, en business. Là. Fait que comme faut que tu sois capable de statuer, d'anticiper, de mettre des objectifs aussi qui sont des objectifs smart, qui sont réalistes, atteignables, mesurables, que la personne qui a dit OK, je suis capable de faire ça. T'sais, je vois des gens aussi qui mettent des objectifs complètement pas rapport, genre OK, j'aimerais ça. OK, comment on va le faire? Comme si je comprends, tu veux ça, mais as-tu un tracking? Fait que dans tes non négociables, je pense que la mise en place pour moi des KPI et la compréhension des objectifs par ton équipe de vente. Si ton équipe de vente ne le comprend pas, c'est sûr que comment veux-tu qu'ils se mobilisent pour atteindre quelque chose? Ils n'ont aucune mission, ils n'ont aucun objectif, mis à part de faire des commissions, là, puis ce qui est une motivation extrinsèque, là, l'argent, et non intrinsèque. Là. La force d'équipe de dire on atteint ça ce mois-ci, on s'en va là. Tu sais, nous, ce mois-ci, on grind pour le 300 000, tout le monde est mobilisé pour le 300 000. Même le monde qui sont pas dans les ventes sont comme hey, je pense que lui, c'est un lead, allez y parler. Tu sais, comme ça se ressent qu'il y a une mobilisation qui se fait juste de ce niveau-là. Un des non négociables, là, si je peux en partager un autre qui est peut-être un petit peu plus deep, là, qui selon moi est important, c'est la responsabilisation des vendeurs. Donc, tu fais une erreur, pas de problème, parle-en, on va corriger. Tu as besoin d'aide, lève la main, on va t'aider. Personne n'est parfait, même moi je suis pas parfait. T'sais. Puis Nick non plus est pas parfait, même s'il est cute, là, il est pas parfait. L'idée, l'idée, c'est que peu importe ce qui se passe dans ton quotidien, tu fais des erreurs, t'atteins pas tes chiffres, t'atteins pas des objectifs, lève la main, on va t'aider. Genre, c'est pas une question d'ego trip, là. Ça fait partie d'un des non négociables que j'aime beaucoup, transiger. Ça fait partie de la culture d'entreprise oui, on a une culture de performance, mais tout le monde arrive à faire des erreurs, tu sais. Puis, tu sais, quand je fais une erreur, en fait, je fais exprès, je la dis à tout le monde, regardez l'erreur que j'ai faite, gars, j'ai brûlé la vente à cause de ça, c'est ça mon auto-évaluation. Tu sais, j'ai pas peur de le démontrer. Voici ce que je vais faire pour la corriger pour pas que ça réarrive, tu sais. Fait que, comme ça l'amène vraiment une bonne culture puis un leadership adéquat que genre, mon boss, c'est pas le gars parfait qui fait jamais d'erreur. Ben, j'aime que tu dises ça parce que je m'en allais dire.
c'est facile à dire en voulant dire faut que le vendeur il nous donne du feedback puis qu'il lève la main, mais des fois les gens se sentent pas à l'aise de demander du feedback puis de lever la main parce que ils aiment peut-être pas la façon dont ils donnent du feedback, ils aiment peut-être pas justement comment c'est reçu, ils se sentent poche, tu sais, ils se sentent dévalorisés, peu importe, les gens aiment pas ça se mettre sur le spotlight et dire je suis pas bon là. La façon dont toi tu vas travailler avec ton équipe puis tu vas être capable de démontrer de l'ouverture puis l'importance justement de lever la main puis de poser des questions, de mettre un espace pour qu'ils lèvent la main puis qu'ils posent des questions, de leur donner cette liberté-là sans jugement, sans être dans genre « Ouais, là, Chris, pourquoi t'as... » Tu sais, parce que on le voit trop souvent. Il y a du monde qui sont comme dans leur coquille puis qui osent pas le faire parce qu'ils disent si je vais passer pour un cave ou mes autres teammates vont me faire ramasser. Ouais, peu importe, ils ont peur de ça puis ben évidemment ces gens-là restent recroquevillés dans leur petite coquille puis à la fin de la journée ils finissent par quitter d'eux-mêmes parce que ils ont pas de résultat. Puis techniquement c'était ta faute parce que t'aurais dû le voir venir, t'aurais dû intervenir, t'aurais dû rencontrer cette personne-là, aller près de lui, voir qu'est-ce qui se passe. Tu me poses pas de questions, j'entends pas que ça va mal, mais on regarde tes chiffres puis ça va mal, tu sais, qu'est-ce qui se passe, what's going on. On vient au leadership là-dedans, là, c'est un volet assez important. Là. Sors un dernier non négociable, puis après ça, on jump sur la dernière clé. Vas-y. Donc, garder une attitude positive en toutes circonstances. Ouais, j'adore. Tu peux pas tolérer que le négativisme s'insère dans ton équipe de vente. Tu peux pas. Aussi subtil que ça soit, ça gangrène les statistiques. Et chez nous, j'ai une tolérance zéro à ça. Tu as le droit d'avoir une journée de merde, c'est correct. Tu files pas, viens pas déverser ton négatif dans notre équipe de vente. On va se parler, on va se jaser en dehors du cadre, puis on va trouver des solutions pour regarder en avant. Mais quelqu'un qui trouve un problème pour chaque problème, puis qui l'alimente, moi, je suis un gars à solution, je suis un gars de positif, je suis pas un esti non plus, là, un utopique avec mes lunettes roses. Ce que je veux pas, c'est que tu viennes chialer sur la vie, chialer que les leads sont pas bons, chialer que le marketing est pas bon. Puis, tu sais, là, les gens, ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est ça, du négativisme dans une équipe de vente. Là. C'est jamais de sa faute. Il prend responsabilité de rien. Puis c'est toujours les clients qui sont de la merde. Ce genre de personnes-là, là, ils passent même pas 3 chances. Il y en a une. À la deuxième, c'est bye-bye. Salut. J'ai pris ma deuxième chance, moi, si tu te souviens bien. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, pour tout le monde qui n'a pas entendu l'histoire, moi, je me suis fait mettre dehors par PL dans la première fois en fait que j'étais allé travailler avec lui dans les systèmes de sécurité parce que j'étais exactement la personne que tu nommes. Ah là c'est de la merde, quartier de merde, le monde esti pas intéressant ici. Puis là je me souviens même que t'avais envoyé François c'est quoi Lacombe. Ouais. François Lacombe venir me coacher une soirée. Puis genre, je chialais à lui, esti, en plus dans ma soirée. Après ça, il t'a donné le feedback. Ça marche pas pantoute, là, lui, là, tu charbais. Puis tu sais, justement, t'as fait la bonne action, là. Tu me dis, non, ça marche pas. T'es en train de gangréner mon équipe. Tu décalisses, tu t'en vas. Merci, bonsoir. Puis ça, je pense que les gens, des fois, justement, attendent trop longtemps avant de le faire. Laisse ça pogner concrètement. Mais ça m'amène à un autre point. C'est qu'il y a la responsabilité... je vais dire du vendeur de justement être capable de pas de fermer sa gueule, mais d'apporter ça de façon positive puis d'être capable d'essayer de trouver des solutions. Mais je pense qu'à la base, le mindset doit être que l'entrepreneur accepte de recevoir du feedback négatif dans ça. Hey, je trouve ça dur pour ça, je sais pas quoi faire par rapport à ça. Mais c'est la responsabilité du vendeur d'aller parler de façon positive, de dire hey, ça, je sais pas quoi faire. J'ai pensé à ça, ça peut-tu être une bonne idée? On peut-tu apporter une solution pour ça? Parce que des fois, tout repose sur les épaules du gestionnaire, du super manager, de dire OK, il faut qu'il mobilise son équipe. Mais pour tous les vendeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont là-dedans, vous avez cette part de responsabilité-là. Si vous n'êtes pas content dans votre situation en ce moment, s'il y a des choses qui vous irritent, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, de la façon dont vous êtes managé, de la façon dont... Mentionnez-le, adressez la discussion parce que si vous le gardez pour vous puis vous en parlez pas, il y a personne qui va le savoir puis la situation, elle se corrigera pas du jour au lendemain. Puis moi, je l'ai toujours vu de cette façon-là, mais c'est les vendeurs qui ont la réponse au problème. C'est pas le marketing, c'est pas l'équipe en haut, c'est les vendeurs qui ont la réponse au fucking problème. Parenthèse. Les vendeurs qui ont un processus de vente 100% modélisé. Oui, bon point. Sinon... Shut the fuck off, on ne peut pas t'entendre. mais en voulant dire que je veux comprendre leur réalité, puis tu sais,
Je le vois beaucoup en écoutant des appels de vente, même s'ils n'ont pas un bon processus, des fois, en écoutant des appels de vente, qu'est-ce que je fais souvent? Ben, je remarque des bobos qui sortent d'en haut. Je fais, oh, Chris, Ouais. ça, c'est une main. Oh, shit, OK, ça. Il aurait bien beau eu avoir le meilleur pitch de vente, il n'aurait pas plus closé parce qu'il y a d'autres choses qui en découlent de là. Fait que souvent, le vendeur, son point de vue, sans bâcher sur un petit setting de merde, de dire, hey, je suis pas sûr, voici mon évaluation de tout ça. J'aimerais ça qu'on regarde en haut parce que j'ai l'impression d'avoir bien fait ma job. Fait que c'est là que je veux dire la collaboration du vendeur est hyper importante pour améliorer sa situation. Surtout dans un cas où est-ce qu'il n'y a pas le contrôle sur les leads, le marketing, c'est pas lui qui fait sa prospection. On a besoin de son feedback pour mieux travailler en haut. Fait que pour moi, ce volet-là, et des fois, les vendeurs, ils chialent genre « Ah, ça marche pas le marketing. » Ouais, mais Chris, t'aides pas à cause, là. Tu fais juste chialer, esti, là. Non, c'est ça. On a besoin de feedback constructif dans tous les départements pour être capable de réussir l'ensemble de l'œuvre. Là. Fait que Exactement. ça wrap up bien les non négociables. Alors, si c'est pas fait, crayon, papier, clavier, Word, whatever, on fait une liste, puis on y va avec c'est quoi qui, à partir de demain, sont non négociables. On implante le changement graduellement dans l'équipe de vente. Puis ceux qui sont résistants à ce changement-là, bye-bye. Dernier point, qui est un point que je gardais pour la fin, c'est un point facile. Vous donnez pas assez d'amour en meeting de vente à votre équipe. OK? Je demande, c'est quoi la fréquence que vous faites un meeting de vente formation? J'entends. Jamais. Une fois par 6 mois. Une fois par mois. Voici ma recommandation. Ben, il tombe en bas de votre chaise. Là. Tous les jours, 15 à 30 minutes de meeting de vente. Un daily sales call à tous les jours. Avant que la journée commence. Pourquoi on fait ça? Parce que l'être humain qui vend votre produit est un vendeur qui peut vivre des choses dans sa vie personnelle. Il peut avoir dormi sa corde à linge parce que son enfant était malade jusqu'à minuit. Il peut arriver cerné noir parce qu'il s'est chicané avec son conjoint ou sa conjointe. Vous le savez pas. Ce meeting-là sert à restart l'énergie de l'équipe, remettre un mindset plus ajusté pour la journée, puis en plus revenir sur les bloquants de la veille. C'est quoi un meeting de vente? C'est comment ça s'est passé pour toi hier, c'était quoi ton bloquant le plus important, on le règle, et ensuite, on fait du roleplay. Fais le client, je fais le vendeur. On fait une petite bataille d'objections. Réponds-moi à cette objection-là. Dang, fais-moi un cold call. Dang. Puis on se remet dans le beat, puis ensuite, on est bien réchauffé, on attaque nos appels de vente, on attaque notre prospection, puis on passe dans l'action. Si vous attendez une fois par mois, le compte-rendu va avoir 3 km de long de problèmes à régler, alors que si vous êtes au fait de ça, vous assurez que votre équipe, ils ont du gaz d'avion dans les veines avant de décoller leur journée, de 1, et de 2, vous venez débloquer les petits nœuds à chaque jour. Donc, il n'y a pas d'accumulation de problèmes. Vous réglez ça, puis on est up-to-date every fucking day. Puis les performances sont au top. Ça, c'est une petite clé de rien. J'entends déjà des gens qui vont dire tabarnak, ok, j'ai un horaire chargé, comment je peux faire ça à tous les matins puis mettre un daily meeting dans mon agenda. La réalité, c'est que si tu es quelqu'un de resourceful, tu vas être capable justement de trouver une personne dans ton équipe de vente qui est mobilisée, qui est plus active que les autres, qui a des bonnes performances puis qu'elle aime ça aider les autres, ben tu vas la responsabilité de faire ça. Tu vas y aller peut-être une fois par semaine avec ton équipe et tu vas mettre quelqu'un en charge qui va s'occuper de mobiliser puis de motiver tout le monde le matin, qui lui va te donner un compte rendu aux besoins. Parce que effectivement, pour certains gestionnaires, quand vous avez 4-5 vendeurs, vous avez une dizaine de personnes à la production, une équipe à gérer, c'est très difficile d'être sur le terrain puis d'être là à tous les matins. Mais il faut être capable de le faire, ce rituel-là, puis que vos vendeurs soient contents de venir sur ce rituel-là le matin. Puis c'est pas, à moins que vous soyez justement le super, parce que toi, tu es aux ventes, le super manager un peu là-dedans, à moins que vous soyez déjà la personne qui fait ça puis qui s'occupe, il faut que vous trouviez une solution de le mettre en place. Il y a possibilité d'aller déléguer ça, puis nous, on a réussi à le faire, d'ailleurs. Exact. Puis on réussit à le faire dans chacun des mandats d'équipe de vente qu'on fait. Exactement. Il y a toujours une ressource dédiée. Alors, ça wrap up les 3 clés d'une gestion d'équipe de vente, que si vous n'avez pas ça, apportez ces changements-là, et déjà là, il va y avoir des changements au niveau de la performance et de la rentabilité globale de votre équipe. C'est déjà tout pour ce 32e épisode de la saison 2. Si toi, tu as une équipe de vente ou tu penses à bâtir une équipe de vente présentement, tu aimerais ça avoir un petit coup de main avec ça, n'hésite pas à prendre un appel avec nous pour qu'on regarde avec toi qu'est-ce qui est possible de faire, où est-ce que tu en es en ce moment, ce serait quoi les prochaines étapes. Donc, ça va nous faire plaisir de regarder ça. N'hésite pas à nous contacter, Instagram, Facebook, Nicolas Aubin, Pierre-Luc Murray, directement. Merci à tous. N'oubliez pas d'aller vous abonner si vous aimez le contenu encore une fois. Merci et bonne vente.